Dans le cas de Benjamin Netanyahu, il va se rendre aux États-Unis. Ou alors, je ne sais pas s'il vient tout juste d'y arriver, ou s'il est encore en route vers les États-Unis. Il va, semble-t-il, rencontrer Donald Trump demain. Que veut-il obtenir de Donald Trump? Et quel est l'objectif principal de cette rencontre entre les deux hommes? Eh bien, je pense qu'il aimerait que Donald Trump achève le changement de régime en Iran et poursuive la guerre tant qu'Israël n'a pas à se retrouver au cœur du conflit. C'est ce qu'ils veulent. Mais je ne pense pas que vous obtiendrez cela. Je pense que c'est le défi, le problème auquel il est confronté. Qu'est-ce que c'est que ce silence, Larry, entre l'Iran et les États-Unis? Aucune attaque au cours des dernières 24 heures, des 2 derniers jours, je dirais. 48 heures. 48 heures, exactement. Donc, pas d'attaque vendredi, pas d'attaque samedi, et jusqu'ici, pas d'attaque dimanche. Donc, 60 heures. Et il n'y aura probablement pas d'attaque, à moins que, vous savez, Netanyahou vienne convaincre Trump de quelque chose. Peut-être qu'il pourrait alors les lancer. Mais il ne semble pas que toutes les cellules de planification militaire soient en place pour effectuer la préparation nécessaire à de telles attaques. Oui. Avez-vous le sentiment que des négociations se déroulent en coulisses? Que c'est pour ça qu'ils ont cessé de s'attaquer l'un l'autre? Eh bien, apparemment, oui. C'est en tout cas ce qu'on entend. Il y aurait des négociations, au moins entre Oman et l'Iran, ainsi qu'entre le Qatar et l'Iran. Donc il se passe clairement quelque chose. Axios a rapporté que l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, avait recommandé de mettre fin à la campagne de bombardement autour du détroit d'Ormuz, estimant qu'elle avait atteint les limites de son efficacité. Et comment, Larry, comment est-ce possible? Où est-ce que ça a été rapporté? Axios. C'est Axios qui l'a rapporté. Ah d'accord, Axios. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. D'accord. Sa recommandation, ainsi que les avis d'autres hauts responsables et les avertissements sur l'épuisement des stocks d'intercepteurs de défense aérienne, ont influencé la décision du président Trump de suspendre vendredi les frappes américaines contre l'Iran, selon Axios. D'accord. Apparemment, Brad Cooper et le général Kane tiennent tout le même discours. Oui, Larry, laissez-moi vous montrer le nouveau rapport du CSIS. Voici les munitions des États-Unis quand il s'agit de « laissez-moi l'afficher ». Je ne sais pas à quel point ces chiffres sont exacts. Vous avez peut-être une idée de leur fiabilité. Il indique l'état des stocks américains de munitions, Tomahawk, JASSM, PRSM, SM-3, SM-6, THAAD et Patriot. Comment voyez-vous ces chiffres? Qu'en pensez-vous? Oui, alors, les Tomahawk, je pense qu'on est en dessous. Bien en dessous. Là, ça indique qu'il en reste 2100. Je pense qu'on est sous les 2000. C'est marqué 3100. Non, mais ça, c'est avant la guerre. Avant la guerre, oui. 3100. Le chiffre utilisé est 1000, donc ça fait 2100, c'est ça? Exactement. D'accord, mes calculs. Bon, suivez-moi sur les calculs, Nima. C'est vous l'ingénieur, pas moi. Jésus. Vous avez tout à fait raison. Donc, je pense qu'il en reste moins de 2000. Les JASSM, je suis sûr qu'ils disent qu'il leur en reste environ 3300.
Mais je parie que, là encore, ils sont plutôt autour de 2000, si ce n'est moins. Les PRSM, il leur en reste peut-être 10, parce qu'il n'y en a eu que 56 produits l'an dernier. Là encore, les SM3, les SM6, vous savez, là aussi, les stocks sont très bas. Ça a été quasiment épuisé. Et ils affirment qu'ils... Enfin, en fait, c'est à peu près juste. Donc, stock d'avant-guerre, 2330. Estimation, 1430. Il leur en reste donc environ 800. Il en reste 800, 900. Je pense que c'est exact. Donc on n'est pas complètement à côté de la plaque. On est dans le bon ordre de grandeur. Oui, je pense que c'est l'un des principaux facteurs de ce qui se passe en ce moment. Je crois que ce graphique montre mieux ce qui s'est passé pendant la guerre. Et vous voyez la différence. Vous savez, on passe de 4400 à 1100. Vous voyez bien la différence. Ce n'est pas, encore une fois, vous le lisez mal. Ce qu'il montre, c'est le total estimé avant, puis le nombre utilisé. Ça ne montre pas le nombre restant. Le nombre restant, c'est l'écart entre le rouge et le bleu. Oui, exactement. Oui, donc je dis simplement que le nombre de JASSM et de Tomahawk est bien inférieur à ce qu'ils estiment. Je pense que leurs estimations pour les PRSM, les VAD et les Patriotes sont... Enfin, pour les Patriotes, c'est encore moins. Donc je ne vois pas comment ces chiffres ne tiendraient pas. Ça devrait être seulement 900. Oui. Je veux dire, les graphiques sont un peu foireux, mais ils font passer le message. Ils sont à court. Ce sont des intercepteurs, Larry, en ce qui concerne le système THAAD. Pas tous. Les systèmes THAAD et Patriot Receptor, les JASSM, les Tomahawk et les PRSM sont ce qu'on appelle des missiles Prefton Break Procidate. Exactement. Oui, oui, ce sont des chiffres. Je pense que c'est ce qui compte le plus pour Donald Trump dans ses calculs. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça concerne? Oh, je pense que c'est un facteur possible. Mais j'en ai aussi souligné un autre hier soir, la pénurie de diesel et de carburant d'aviation. L'armée puise essentiellement dans les réserves civiles pour continuer à s'approvisionner, et les pénuries du côté civil s'aggravent considérablement. Cela va avoir de véritables conséquences économiques négatives. Et ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être les deux. Je veux dire, il n'y a pas qu'un seul facteur qui pèse, je pense, dans la décision de Trump. Mais il y a aussi ce qu'on a vu avec les Houthis et les Saoudiens. Vous savez, quand ils ont détruit la raffinerie pétrochimique de Jazan. Donc voilà, l'Iran peut infliger un niveau de dégâts comparable aux infrastructures américaines dans toute la région si cela continue. Alors que les États-Unis ne peuvent pas infliger le même niveau de dégâts, Ambaxaith is a limit per wisset of Mr. Daith. Les États-Unis ont-ils réduit le nombre de forces dans la région ou est-ce toujours 50 000? C'était 50 000, 55 000. Peu importe s'ils en ont 100 000. C'est un chiffre sans importance. Je veux dire, si vous avez 50 000 personnes, la majorité, ce sont des personnels de soutien, des mécaniciens, des gens qui entretiennent les avions, qui les ravitaillent en carburant, qui assurent les activités au sol. Mais ce ne sont pas des forces de combat qui attendent d'envahir l'Iran. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne pourraient pas tenter quelque chose d'aussi stupide. Mais je ne pense pas qu'on ait vu un afflux de personnel déployé à l'avant pour cette mission. Et en fait, la seule unité réellement qualifiée pour mener ce genre d'assaut, par exemple contre l'île de Karg ou Keshm, cette unité n'a même pas été déployée. Donc,
L'attaque de Zelensky, comme vous en avez parlé auparavant, un navire iranien, un cargo allant de la Russie vers l'Iran, a été touché. Vous savez, je ne sais pas s'ils ont utilisé des drones pour frapper ce cargo. Un marin a été tué. Et aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères a traité Zelensky de profiteur et a dit qu'ils allaient répondre à ce que Zelensky a fait. Mais le ministre iranien des Affaires étrangères affirme qu'Israël est derrière tout ça, ou qu'ils font ça pour Israël, parce qu'ils veulent entraîner l'Europe dans le conflit. Ils pourraient très bien essayer de faire ça, oui. Enfin, c'est « réveillez-moi quand l'Iran ripostera ». D'ici là, les menaces, les paroles, ça ne veut rien dire. Si l'Iran riposte, il y a des limites à ce qu'il peut faire. Ce n'est pas comme si Kiev ne recevait pas déjà des missiles. Un missile balistique iranien de plus va pas changer grand-chose, franchement. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir frapper? Oui. Je ne sais pas ce que l'Iran peut ajouter à ce que fait la Russie en Ukraine. C'est ça le problème pour l'Iran. Je ne vois pas l'Iran faire quoi que ce soit de sitôt, parce qu'il n'a pas besoin d'y aller. La Russie frappe déjà tout en Ukraine. La Russie a intensifié ses attaques, par missiles comme par drones, contre Kiev, Odessa, Mykolaïv et tout le long de la ligne de front. Ce n'est donc pas seulement sur un seul front. La Russie combat actuellement sur plusieurs fronts. Voyez-vous un scénario dans lequel l'Europe se joindrait au combat? Rejoindre quel combat en Occident? Oui, avec l'Ukraine, en aidant Israël dans sa guerre contre l'Iran, en aidant les États-Unis. Ils ont déjà fort à faire, à essayer d'aider l'Ukraine, et ils font aussi un boulot sacrément mauvais sur ce plan-là. Oui, non, ils ne vont pas se lever pour s'embourber avec l'Iran. Ils ont désespérément besoin du gaz naturel liquéfié qui en sort. Mais voilà ce qui se passe. Quel que soit le gaz naturel qui en sort, les Asiatiques arrivent et disent « Hey, on paiera plus cher !» Et les propriétaires de ce gaz répondent « Parfait, on ira chez vous, au diable l'Europe !» Alors l'Europe est vraiment en difficulté. Waouh! Elle paie des prix exorbitants par rapport à ce qu'elle payait auparavant. Encore une fois, vous savez, ils méritent tout ce qui leur arrive. Souffrir, mourir de froid. Ce sont eux qui ont rompu leur relation avec la Russie. La Russie leur fournissait du pétrole et du gaz bon marché, ou du gaz naturel liquéfié bon marché, de l'essence bon marché, du diesel bon marché. Et l'Europe a dit à la Russie d'aller se faire voir. Eh bien, je pense que ceux qui arriveront les premiers en enfer, ce sera l'Europe. Et ils accueilleront probablement l'enfer à bras ouverts en janvier, en février, parce qu'au moins ils y auront un peu de chaleur. Car l'hiver va être glacial, glacial. Et encore une fois, je ne pense pas que l'Ukraine puisse survivre à un hiver dans sa situation actuelle, parce que l'effondrement s'est accéléré. Vous savez, la Russie ne se retient plus dans le choix de ses cibles comme elle le faisait auparavant. Et en coupant les flux de céréales entrant et sortant, tous les flux de produits entrant et sortant d'Odessa, c'est une prise d'étranglement sur l'Ukraine qui, vous savez, coupe tout. C'est comme couper l'arrivée d'oxygène. Ils mourront. Mais la situation devient en quelque sorte si critique. Je pense que votre analyse est tout à fait juste, parce que personne ne parle du blocus d'Odessa. Odessa est sous blocus russe au moment même où nous parlons. Cela signifie qu'il n'y a plus de liaison entre l'Ukraine et la mer Noire. Odessa, c'est une grande partie de la mer Noire. Et Mykolaïv, n'oubliez pas Mykolaïv, qui se trouve un peu plus à l'ouest d'Odessa. C'est aussi un port important pour faire entrer et sortir des marchandises d'Ukraine. Oui, non, là c'est dévastateur.
Mais quand on regarde en arrière, on se demande pourquoi diable la Russie n'a-t-elle pas fait ça plus tôt? Enfin, quelles que soient les raisons, elle le fait maintenant. C'est ça qui compte. Parce qu'ils tirent des leçons des champs de bataille en Asie occidentale. Ces blocus fonctionnent parfaitement pour exercer une pression. Je pense qu'ils auraient dû le faire dès le premier jour de la guerre. Ils auraient pu faire passer beaucoup de... Vous vous souvenez de la façon dont les Britanniques utilisaient ce port d'Odessa pour acheminer beaucoup d'armes, beaucoup de forces, tout, absolument tout. Ils contrôlaient Odessa depuis très longtemps. Eh bien, la Russie, vous savez, la Russie, encore une fois, est en réalité un pays assez naïf, trop confiant. Elle a signé un accord promu par l'ONU, par les Nations Unies et le secrétaire général pour permettre l'acheminement des céréales vers le sud global. Mais en réalité, c'était l'histoire officielle. Les Européens les ont détournés vers l'Europe. Alors la Russie a fini par dire « Eh, ça suffit ». Après que ses propres navires ont été attaqués, sans un mot de protestation des Nations Unies en faveur de la Russie a dit « Au diable, c'est à sens unique, on ne joue plus à ce jeu-là ». Et maintenant, ils ont fermé le port d'Odessa. Plus rien n'entre, plus rien ne sort. L'autre point dont on parlait toujours, c'était est-ce que la Russie va attaquer Odessa? Est-ce qu'elle va prendre Odessa? Quelle serait sa stratégie? En gros, avec le blocus, ils n'ont pas besoin d'aller se battre à Odessa ni sur le terrain. Ils mettent en place le blocus et le port ne devient plus rien. Non, ils devront finir par y entrer. Le blocus à lui seul ne poussera pas les troupes ukrainiennes à Odessa à se rendre. Ça aidera. Mais au bout du compte, ce sont les troupes russes qui devront y entrer, prendre le contrôle de la ville et l'occuper physiquement. Et je pense qu'elles le feront. À mon avis, s'ils maintiennent le blocus et exercent une pression politique sur Odessa, ils pourraient changer la situation dans cette ville. C'est une grande ville, d'ailleurs. Ce n'est pas facile d'y entrer, et ce sera un piège pour eux. Historiquement, c'était une ville russe. Ce n'était pas historiquement une ville ukrainienne, malgré les affirmations ukrainiennes contraires. Donc vous savez, je peux voir la Russie, vous savez, ils vont la prendre à un moment donné. La seule question, c'est quand et comment. À mon avis, il n'y a aujourd'hui rien de plus important en Ukraine qu'Odessa et Nikolaïev, parce que ce sont deux. Eh bien, c'est une voie de survie vers le sud. C'est le seul accès à la mer. Et les cargos, les porte-conteneurs, peuvent transporter une quantité énorme de marchandises, tout en permettant d'exporter ce que l'Ukraine produit, principalement des céréales. Oui, tout cela est coupé. Terminé. Ils en sont donc aux premières étapes de l'étranglement. C'est pour ça que je ne vois pas, je ne sais pas quelle pression ils exerceraient sur la Russie en attaquant des navires iraniens. Ça n'a rien à voir avec la Russie. C'est en grande partie sans importance. C'est un seul navire. Même s'il le coulait, et alors, ce n'est pas essentiel à l'effort de guerre russe. Cela a peut-être été important pour l'effort de guerre iranien, mais cela met en évidence la faiblesse militaire de l'Ukraine. Tout ce qu'elle peut faire désormais, c'est attaquer des cibles civiles. Elle s'est révélée inefficace lorsqu'elle s'en prend à des cibles militaires. Si cela avait une telle importance, à mon avis, l'Iran aurait déjà réagi. Peut-être du blé, de l'huile de graine ou quelque chose de ce genre. Ce n'était pas ça.
Je pense qu'ils vont laisser les Russes pilonner l'Ukraine sans retenue. L'Iran peut se concentrer pour l'instant sur sa propre zone de responsabilité.